Salut, je mets une version avec les deux parties de la vidéo ensemble car nombre de gens ne regardent que la partie 1 et pas la 2, ce que je trouve dommage. Alors je re-upload cette version avec 3 petites corrections mineures à l'intérieur. Bon visionnage à ceux qui ne l'ont pas vu. Salut tout le monde, aujourd'hui on parle de MASC ou Mobile Armor Strike Command en VO. Et en français c'est traduit par Module d'Action Secrète Commando. C'est une série d'animation franco-américano-japonaise, en 75 épisodes de 22 minutes, sur 2 saisons, une de 65 et l'autre de 10 épisodes. C'est créé par Bernard Daires, Bruno Bianchi et Jean Chalopin. Produit par Dick et diffusé aux États-Unis entre le 16 septembre 1985 et le 28 novembre 1986. En France, la série a été diffusée à partir du 14 avril 1986 sur TF1 dans l'émission La vie des bots et a eu de multiples rediffusions après ça. J'ai agrémenté la vidéo d'anecdotes personnelles sur les jouets que j'aime beaucoup. Et vu que c'est une série commerciale, il n'y a pas beaucoup d'anecdotes spéciales, donc ça compensera. Mais il y a quand même des choses à dire, hein, pas de souci. Pour les masques qui sont sur la tête des personnages, je dirais casque pour plus de compréhension, car sinon ça va être le bordel entre masque l'anime et masque le casque, ça va être le cirque. Et je vais dire plein de phrases bizarres qui semblent pas très logiques. Hein. Elles ne sont pas de moi, c'est le techno-blabla du dessin animé, et il me fait bien marrer. Les noms des armes et les pouvoirs des casques sont des fois complètement perchés. Pour connaître le pourquoi Masque et Venom se battent, il faut lire les BD qui étaient donnés dans les jouets. D'ailleurs, je sais plus si elles étaient dispo dans les boîtes en France, rappelez-moi ça dans les coms, je me rappelle plus, car dans l'anime, rien n'est expliqué sur le conflit et la genèse de cet univers. Ça commence directement et ça ne sera jamais expliqué pourquoi ils se battent. Et les scénarios sont trop bancals pour aider à comprendre. Et ça se termine aussi d'un coup sec, sans aucune fin. Alors au début, il y avait une seule organisation, qui avait pour but de préserver la paix à travers le monde. L'AFN, Alliance of Friendly Nations. Andy Tracker, le petit frère de Matt, y travaillait, et c'est lui qui a créé les masques, les véhicules et les armes, grâce à la rétro-ingénierie sur la technologie des Transformers, et un cristal produisant l'énergie Energon, celle qui anime aussi les Transformers, qui a été trouvé par son grand-père en Papouasie. Tout ça dans le but de surprendre l'ennemi avec les transformations des véhicules. Miles Mayhem ne supportait pas d'être un anonyme dans cette organisation, et de ne recevoir aucune gloire de ses actes pour maintenir la paix. Il était avide de pouvoir. Un jour, il convient d'une réunion avec Andy et Matt, mais Matt est arrivé en retard. Il trouva le siège de l'organisation en feu et son frère à l'article de la mort. Mayhem n'avait réussi à voler que la moitié des plans des véhicules, des casques et des armes. Après sa fuite, il utilisera tous ses plans pour créer les véhicules de Venom, dans le but de sa quête maléfique du pouvoir. Et Matt Tracker, de son côté, créera l'équipe Masque pour lutter contre Venom, avec le reste des plans de l'équipement de son frère. Donc dans l'anime, on suit les Masques qui luttent contre Venom, ou en VO, Vicious Evil Network of Mayhem. Les deux camps possèdent des casques avec divers pouvoirs, et des véhicules transformables. Les gentils sont dirigés par Matt Tracker, doublé par Thierry Ragogno. C'est un milliardaire philanthrope de 28 ans. C'est lui qui a créé cette organisation, et il va lui-même sur le terrain aux commandes de Thunderhawk. Les véhicules ou jouets seront détaillés plus loin dans la vidéo. Il possède 2 casques principaux qui ont tous les 2 des noms. Le premier est Spectron. Il crée des interférences radio haute fréquence. Le deuxième est Ultra Flash, qui désoriente l'ennemi avec un flash de lumière aveuglante, qu'il utilise quand il est le copilote de Rhino. Ses autres casques sont Lava-Mask, qu'il utilise quand il copilote Volcano. Il projette des jets de lave. Strong-Mask, qu'il utilise quand il est copilote de Goliath. Il crée un brouillard temporaire pour confondre l'ennemi. New Spectrum, qu'il utilise quand il pilote Skybolt. Il génère une image informatique ou un hologramme de Matt Tracker. Lasertron, qu'il utilise quand il pilote Hornet. Il accélère les rayons infrarouges. Il y a aussi des casques à part, pas liés à un véhicule, qui sont avec les packs de figurines. Il a Dolphin, il émet des ondes soniques, et Arrow, qui tire des éclairs. Matt Tracker est celui qui a le plus de casques parmi tous les personnages de la licence. Avant chaque mission, il demande à son ordinateur intelligent, qui parle, doublé par Sophie Deschaumes, de lui choisir parmi les 14 agents les plus adaptés à réaliser la mission qu'il doit remplir. Ils sont choisis en fonction de leur véhicule et des pouvoirs de leur casque. Donc nous trouverons par ordre du nombre d'apparitions animées Bruce Sato, doublé par Patrick Laplace. C'est un ingénieur mécanicien âgé de 27 ans. Dans le civil, il est designer de jouets. Il pilote Rhino, c'est le premier jouet de masque que j'ai eu. Et son casque est Bulox, qui crée des champs d'antigravité. Son deuxième casque est New Lifter,
qu'il utilise quand il conduit Dynamo. Il génère l'image informatique de Bruce Sato. Et son dernier casque, Grass Chopper, il lui permet de sauter à des distances incroyables. Bruce ne s'exprime qu'en utilisant des citations de Confucius, et il est absent de la deuxième saison, et il apparaîtra dans 41 épisodes. Et il est souvent accompagné de son collègue Alex Sector, doublé par Gilles Guyot. C'est un expert en informatique et en télécommunications âgé de 42 ans. Il est également spécialiste en zoologie. Dans le civil, il est vétérinaire et propriétaire d'un magasin d'animaux exotiques. Il est copilote de Rhino quand Matt n'est pas là. Son casque est Léviator, il lui permet de l'éviter, et son deuxième est Disruptor, il crée des interférences radar. Et il apparaîtra dans 37 épisodes. Dans l'équipe des masques, il n'y a qu'une seule femme, et c'est Gloria Baker, doublée par Caroline Bone. C'est une sportive de haut niveau, elle est championne de course automobile et ceinture noire de kung-fu. Elle a plus de 20 ans. Les femmes ne révèlent pas leur âge dans cette série. Dans le civil, elle est moniteur d'auto-école. Elle pilote Sharks, une Porsche 928 qui se transforme en sous-marin. Son masque est Horax, et il génère un bouclier qui peut renvoyer de l'énergie sur l'ennemi. Et elle en a un deuxième, nommé New Collider, qui génère un hologramme de Gloria. Elle pilotera aussi un véhicule nommé Stiletto, qui n'apparaîtra pas dans le dessin animé. Gloria apparaît dans 31 épisodes. Dusty Hayes, doublé par Frank Bauguin. C'est un cascadeur expert en démolition, âgé de 25 ans. Dans le civil, il est cuisinier. Il conduit Gator. Merci à Sylvain de me l'avoir donné quand on était jeune à l'époque. Son masque est Scanox en VF et Blacklash en VO. Oui, il y a un certain nombre de casques qui ont été adaptés en français. Sûrement pour des facilités de compréhension pour les gosses. Par contre, ça ne facilite pas le travail sur cette vidéo. Son pouvoir est de provoquer des ondes soniques. Il pilote aussi un autre véhicule, Afterburner, avec le casque Vacuum, qui aspire les objets répréhensibles. Et Dusty apparaît dans 29 épisodes. Brad Turner, doublé par Cyril Horton, est un musicien expert en escalade, âgé de 22 ans. Il pilote Condor, son casque est hologramme en VF et Hocus Pocus en VO. Il permet de créer des hologrammes. Il pilote aussi Razorback, et quand il est à son bord, il porte le casque Eclipse, qui permet de créer de l'obscurité pendant 10 secondes. Et il apparaîtra dans 26 épisodes. Buddy Hawk, doublé par Laurent Peter, c'est un spécialiste du déguisement et du renseignement, âgé de 25 ans. Dans le civil, il est mécanicien dans la station-service qui cache le quartier général des masques. Il est le copilote de Firecracker, son casque est Penetrator. Il vibre pour passer à travers les objets solides. Il pilote aussi Wildcat, sous le nom de Cluck Hawks, qui est censé être son cousin. Son casque avec cette voiture est Ditcher, et il peut creuser des tranchées. Il est apparu dans 22 épisodes. Ensuite, Hondo McLean, doublé par Jean-Louis Faure. Il est spécialiste en armes et stratégie de combat, âgé de 32 ans. Dans le civil, c'est un professeur d'histoire. Il pilote Firecracker et Hurricane. Son casque est appelé Scanox, comme celui de Dusty Hayes. C'est un bug de la VF. En VO, c'est Blaster 1. Il projette des faisceaux laser à protons et tire des rayons laser supersoniques. Et son deuxième casque, c'est Blaster 2. Il tire des rayons laser supersoniques, comme le premier. Et il est apparu dans 21 épisodes. Puis nous avons Caldwood Burns, c'est un maître de l'évasion, expert en démolition et en construction. Il a 30 ans, dans le civil c'est un architecte et éleveur de chevaux. Il pilote Raven, son casque est Gulliver. Il rétrécit et agrandit les personnes ou les objets sur lesquels il tire. Et son casque existe aussi en rouge et il apparaîtra dans 9 épisodes. Julio Lopez, il est expert en langage et en cryptographie. Âgé de 29 ans dans le civil, c'est un docteur en médecine. Il pilote Firefly. Son masque est Streamer, il projette de la colle super forte. Il pilote également Firefox avec le casque New Streamer, qui génère un hologramme de Julio. Et il apparaîtra seulement dans 8 épisodes. Et ça d'ailleurs, c'est le dernier jouet que j'ai eu, et c'est le moins abîmé que je possède. Et c'est aussi un des rares personnages qui me reste. Enfin, la version transparente. Ensuite, on a Ace Riker, c'est un expert en véhicule à grande vitesse, pilote de chasse qualifié, expert en mission spatiale, âgé de 45 ans. Dans le civil, il est propriétaire d'une quincaillerie. C'est un ancien pilote d'essai de la NASA et il pilote Slingshot. Son casque est Boomerang et il tire des boomerangs électroniques. Il pilote aussi Meteor avec le casque Cruise Control qui accélère ou décélère les véhicules. Et il apparaîtra dans seulement 7 épisodes. Puis nous avons Jacques Lafleur, il est doublé par Daniel Russo, d'origine canadienne. C'est un expert en sauvetage et expert en arts martiaux âgé de 28 ans. Dans le civil, il travaille comme bûcheron et il est aussi charpentier. Il pilote Volcano, son casque est Mirage et il permet de se camoufler avec son véhicule. Il pilote aussi Detonator avec le casque New Mirage qui génère l'hologramme de Jacques Lafleur. Et il apparaîtra dans seulement 6 épisodes.
Puis nous avons Ali Bombay, doublé par Vincent Violette. C'est un artisan de la paix, on ne connaîtra pas son âge ni son taf. Il pilote la moto Bulette. Son casque est Vortex qui crée un petit cyclone. Il apparaîtra dans seulement 5 épisodes. Puis Nevada Rushmore, il est doublé aussi par Vincent Violette, on ne connaît rien de lui, à part que c'est un Indien d'Amérique. Il pilote Goliath, son casque est totem et il lance des mâts totémiques sur le véhicule qui approche de lui. Et il apparaîtra dans 5 épisodes. Puis nous avons Boris Bushkin. Dans le civil, c'est un chauffeur de camion. C'est tout ce que l'on sait sur lui. Il pilote Bulldoze, un camion tracteur. Son casque est Comrade et il tire des étoiles rouges brillantes pour perturber l'ennemi. Et il apparaîtra que dans 4 épisodes. Puis nous avons le fils de Matt Tracker, Scott Tracker, doublé par Martin Regnier. Et il a 10 ans, et il désobéit tout le temps à son père, il veut toujours participer aux missions, il se fait enlever et fout le bazar dans chaque mission des masques, donc à quasiment chaque épisode, et à chaque fois, c'est le gamin en détresse qu'il faut sauver. Et il apparaîtra dans 65 épisodes, donc vous allez revoir cette rengaine un bon nombre de fois, ce qui rend les épisodes pas mal répétitifs. Il est toujours accompagné de T-Bob, qui est doublé par Emmanuel Jacomi. C'est un robot construit par Scott lui-même, à partir des pièces de rechange des véhicules masques. Il se transforme en scooter, il est intelligent et il a plein de gadgets inutiles. C'est la mascotte de la série. Il apparaîtra lui aussi dans 65 épisodes. Pour les méchants de Venom, ils ne sont que 9 agents, et leur quartier général était mobile, nommé le Snake Pit. On va aussi passer l'équipe par ordre du nombre d'apparitions dans l'anime, et ils sont sous les ordres de Miles Mayhem, doublé par Jean Claudio. Son activité principale est marchand d'armes et terroriste. Il est âgé de 44 ans, il pilote Switchable. Son casque principal est Viper. Il lance du poison corrosif et son deuxième casque est Flextor. Il tire des champs d'énergie pour arrêter et faire rebondir les véhicules. Et comme Matt, il a d'autres casques à sa disposition. Quand il copilote Outlaw, il porte le casque Python, qui envoie des tentacules pour piéger les agents ennemis. Quand il pilote Wolf Beast, il porte le casque New Viper, qui crée un hologramme de lui-même. Et quand il conduit Ratfang, il porte Rainet, qui capte des rayons infrarouges. Et il a aussi le casque Riper, qui peut déchiqueter du métal. Et lui, il apparaîtra dans 75 épisodes. Son premier agent est bras droit, souvent cassé, et Slyrax, doublé par Christian Pellissier. C'est un mercenaire, expert en armes et génie de l'espionnage. On ne connaîtra pas son âge. Il pilote Piranha. Son casque est Plextor en VF et Stiletto en VO. Il tire des flèches perforantes. Son deuxième casque, lui, est Sandblade, qui crache des lames de scie. Et il apparaît dans 64 épisodes. Puis le deuxième agent et bras gauche de Mayhem est Cliff Dagger, doublé par Michel Vigny. C'est un homme de main âgé de 27 ans, expert en démolition, mercenaire de profession et pyromane à ses heures perdues. Il pilote Jack Hammer, son casque est Flashor ou Torche en VO. Il lance donc des flammes, et oui, il a la chance de lier loisir et boulot. Et il apparaîtra dans 52 épisodes. Il est suivi par la seule femme de l'équipe de Venom, Vanessa Warfield, doublée par Sophie Deschaumes. Elle est la reine de l'infiltration et de l'espionnage. Elle non plus ne donne pas son âge, mais elle dit qu'elle est en fin de vingtaine, ce qui donne peu de place au hasard, donc elle a entre 27 et 29 ans. Mais elle se comporte comme une vieille harpie. Elle pilote Manta, son casque est Pointor en VF et Wipe en VO. Il tire un fouet électrique pour frapper l'ennemi. Et elle apparaît dans 52 épisodes. Bruno Shepard, doublé par Emmanuel Jacomi, c'est un homme de main, maître du déguisement et du combat au corps à corps, mais qui a une passion et pas n'importe laquelle. Il est passionné d'enlèvement et il en a fait son métier, kidnappeur. Ça doit faire bien sûr son CV. Et on ne connaît pas son âge. Il conduit Stinger, son casque est Magnabeam, et il émet une onde magnétique qui attire le métal. Et son deuxième casque est New Magma Beam, qui crée un hologramme de lui-même quand il pilote Barracuda. Et il apparaît dans seulement 14 épisodes. Puis il y a Floyd Malloy, doublé par Daniel Rousseau. C'est un faussaire et un contrefacteur expert et artiste en faux. Chef d'un gang de motards, il est âgé de 31 ans. Il pilote Vampire. Son casque est Bullshot. Il lance des roulements à billes. Et son deuxième casque est New Buckshot. Il crée un hologramme de lui-même. Il apparaît dans 12 épisodes. Et petite anecdote, à l'époque j'ai trouvé ce personnage dans un bac à sable à Dijon. Et merci à toi qui l'as perdu. On passe à Lester Sludge. On ne connaît rien de cet homme, juste qu'il pilote Iguana. Son casque est Mudslinger. Il jette de la boue. Et il apparaît dans 12 épisodes. Nash Gorey est un pirate informatique de profession. Et il est expert en surveillance électronique. Âgé de 34 ans, il pilote Outlaw. Son casque est Powerhouse et il lui permet d'amplifier sa force. Et il apparaîtra dans seulement 8 épisodes. Et le dernier de l'équipe de Venom est Maximus Mayhem, doublé par Christian Pelletier. Il est le frère jumeau de Miles Mayhem.
C'est un pilote de course automobile dont l'âge est inconnu. Mais vu qu'il est le jumeau de Mayhem, qui a 44 ans, du coup je pense qu'ils ont le même âge. Enfin ça me semble logique. Il pilote Buzzard, son masque est Deep Freeze, il crée un mur qui gèle tout ce qui passe à travers lui. Et il apparaît dans seulement 7 épisodes. Voilà pour les personnages de la série. Donc maintenant on va passer au... En 1985, Kenner était en recherche d'une gamme de jouets qui marcherait, car la société était pas en bonne forme. Ils rachetaient des licences sans réussir à réitérer le succès de leur gamme Star Wars. Et pour la première fois de leur existence, ils se sont lancés dans la création d'une marque de jouets inédite, et ce fut un carton. Après la fin de l'animé à la télé, les ventes de jouets ont continué jusqu'en 1988, en pente descendante, car les jouets devenaient de plus en plus mauvais, on peut dire que comme ça, et je parle plus des jouets plus loin dans la vidéo. La série Mask a été créée pour vendre les jouets de Kenner. Elle a été développée en même temps comme une vitrine publicitaire. La série a eu 2 saisons, dont la deuxième n'a duré que 10 épisodes. Elle change complètement la trame principale et devient une série de courses complètement osef entre Mask et Venom. Et il y avait des incohérences. Elle a bien essayé de servir à quelque chose en corrigeant les incohérences qu'il y avait dans la première saison. Les personnages ne connaissaient pas l'identité de leurs opposants, ce qui contredit les petites BD qui étaient vendues dans les jouets. Ce fut donc rectifié par cette deuxième saison, où ils se connaissent tous, mais le public lui a complètement décroché de cette version, entraînant rapidement son annulation, et faut dire aussi que les audiences étaient déjà en baisse sur le dessin animé. D'ailleurs, chaque épisode se concluait par une petite leçon de morale, truc qu'il y avait souvent dans les animés ricains de cette époque-là. Il est souvent oublié que cette série a été dessinée au Japon. On y retrouve un nom très connu, Shinji Aramaki à l'animation. C'est lui qui a fait le character design des personnages et des véhicules, en collaboration avec l'équipe franco-américaine bien sûr. Et ça devait être une sacrée organisation pour faire travailler 3 équipes différentes sur 3 continents différents, sans internet. En Allemagne de l'Ouest, à l'époque, le logo de la série était jugé trop violent et posait des problèmes. Là-bas, le petit missile que tire Rhino n'était pas apprécié. Ils ont dû redessiner le logo sans le missile, juste pour eux. Et en plus de ça, l'anime a été censuré pendant quelques années, de 85 à 87. Oui, leur diffusion n'a commencé qu'en juin 1987. La raison de cette censure était sans surprise la violence, mais il y a des bonus. Ils ont trouvé la série raciste et qu'elle faisait la propagande de l'Amérique. Et un épisode a même été jugé trop politique car ils aidaient un rebelle à renverser un dictateur. Mais les gosses ont tellement aimé qu'ils ont quand même sorti chez Polyband, GmbH & Co des cassettes audio Mask Horspiel, comprenant 13 épisodes en 1987 où les doubleurs allemands ont repris leur rôle pour raconter ces histoires dans ces audiobooks. Le véhicule de Gloria Baker, Sharks, la Porsche 928, qu'elle a dans la première saison, n'est jamais sorti en jouet. On m'a dit en com sur la version coupée de la vidéo que Gloria n'était pas prévue en jouet, c'est donc un ajout du dessin animé. Du coup, le personnage n'est pas sorti en jouet avant la vague Split Second, où elle est dans la Lamborghini Countach. Et c'est sûrement dû à un problème de droit avec Porsche qui ne donne pas facilement d'accord pour utiliser leur voiture dans des produits de divertissement, surtout quand elle risque d'être abîmée ou utilisée comme une arme. Ils sont particulièrement frileux là-dessus. En 1996, Kenner a commandé un nouveau dessin animé nommé Vortex au studio Universal Cartoon Studio pour promouvoir une nouvelle gamme de jouets, où les protagonistes sont 2 groupes différents qui luttent l'un contre l'autre à l'aide de véhicules qui se transforment et de masques qui ont des pouvoirs. Et oui, Kenner ne se sont pas trop embêtés sur ce projet, ils ont littéralement recopié leur propre licence masque, et même certains véhicules ont été recyclés, à peine modifiés pour être vendus sous ce nouveau nom. Sauf que la série fut un bide intersidéral. Elle n'a que 13 épisodes, elle a vite été annulée, et les jouets, je vous les mets en photo là, pendant que je parle, ont l'air d'un vulgaire bootleg ou copie chinoise des jouets originaux, tellement la qualité n'a pas l'air d'être au rendez-vous. Elle est à l'opposé de la gamme des masques qui eux sont de magnifiques jouets. En Amérique, le dessin animé n'a pas été très bien accueilli par certains parents, membres d'associations, qui se sont plaints de la violence et que la série faisait l'apologie des armes et qu'elle montrait des trucs irréalistes comme des voitures qui volent ou qui traversent des murs. Et la plus grosse critique, et celle-là elle était légitime, pas comme les autres, c'est que l'anime était une pub géante pour les jouets et que c'est pas la petite morale de fin qui allait corriger cet état de fait. Depuis 2016, des rumeurs de projets de long métrage courent sur la toile. Un film aurait dû voir le jour avec les 2 autres licences Transformers et G.I. Joe. Et au vu de la dernière scène du film Transformers, Mask n'a pas l'air d'avoir été intégré à ce futur film s'il voit le jour. Sorti de ça, c'est le calme plat. On verra bien dans l'avenir, mais il n'y a pas d'autres projets ou de dessins animés ou de films qui adapteraient cette licence. Pour l'instant, tout est au point mort. Et sur le site Sens Critique, c'est toujours écrit dans la fiche de F. Gary Gray qu'il va réaliser Mask, mais il n'y a plus aucune date de renseigner.
pour les comics. Là, il y a plusieurs choses qui ont été faites. Les premières BD étaient donc disponibles dans les jouets pour raconter leur histoire. Elles étaient dans un mini format, un peu comme celles vendues dans les figurines Musclor. C'est Kenner qui les a créées. Il n'y en avait que 3 de disponibles dans la première vague de jouets de 1985. Après, DC Comics récupère la licence, et plusieurs courtes histoires de quelques pages, 16 en général, vont sortir dans d'autres BD de DC, pour faire connaître Mask au public. Ils appellent ça des encarts. Après, ils vont en faire une série de 4 numéros, de décembre 1985 à mars 1986. Puis ça repart en encart spécial entre juin et novembre 86. Puis une autre série est faite de 9 numéros qui sortira entre février et octobre 1987. Une partie de ces comics sera réimprimée au Royaume-Uni par Grand Dreams dans les annuels de Noël 1986 et 1987. Et il y a aussi dans ces annuels des histoires purement écrites sans images, et elles sont complètement inédites. En parallèle de ça, Fleetway, un magazine de bande dessinée, Mask, sortait chez les Britanniques, par des artistes britanniques, dans un format classique de BD sans couleur. Ça sortait d'abord tous les 15 jours, puis c'est devenu un hebdomadaire. Les scénarios ne suivaient ni le dessin animé, ni les BD de DC Comics. C'était leur propre timeline, du coup, 100% de cette BD est inédite. Et ils en ont sorti 80 numéros, rien que ça. En 1988, ça a changé de nom, après la fusion avec Eagles, qui était le nouveau nom de cet hebdomadaire, qui réunissait plusieurs BD pour les enfants. Ensuite, la licence a été en silence pendant un moment. On saute en 2011 où Hasbro a sorti un one-shot exclusif pour la convention New York Comic Con de 2011, intitulé Unité E, écrite par Andy Schmidt. Là, les agents de Mask luttent contre le crime dans la ville de Détroit. Ça n'a plus rien à voir avec la série originale, et ça n'a pas dû intéresser grand monde, puisqu'après, il faut attendre 2016 pour revoir du Mask en BD chez IDW, avec leur série Révolution, qui mélange donc Transformers, G.I. Joe et Mask, écrit par Brandon Heston et dessiné par Tony Vargas. C'est là que Matt Tracker subit un changement d'ethnie, il devient un Afro-Américain. Et en novembre 2016, la série a sa propre histoire qui est lancée. Mais elle ne durera que 10 numéros, elle se fait annuler en août 2017, et faut dire que les véhicules ont été redessinés, et pas pour le meilleur. Celle-là est sortie en français. J'ai pris les 2 premiers numéros pour voir à quoi ça ressemblait. Après, c'est un vrai bordel car les histoires sont croisées avec d'autres comics, comme Fire Strike, où il y a des Transformers et des G.I. Joe, ça rend l'histoire confuse, plus qu'autre chose, d'avoir mélangé ces 3 séries. En Allemagne, il y a aussi eu des bandes dessinées, Mask. Elles ont été publiées tous les 2 mois, d'août 1987 à 1992, par Counterpart Verlag GmbH. Et au début, c'était des versions traduites des 2 bandes dessinées de DC Comics. Puis, ils ont finalement inclus leur propre scénario, comme les Britanniques, et en ont fait 28 numéros. Donc voilà pour les comics, j'espère que vous avez compris, les comics c'est toujours un bordel à expliquer. Au final, il y en a pas mal, mais pas grand chose en français. Ceux qui sont disponibles en français sont pas forcément les meilleurs. Je ne sais pas si les 80 numéros anglais ont été traduits, donc si vous avez l'info, mettez-le en commentaire, ce serait sympa. Pour les jeux vidéo, il y en a 3 qui ont été faits par Gremlin Graphics. Le premier est sorti en 1987, nommé Mask 1, ou Mask 1, je sais pas. Sorti sur ZX Spectrum, Commodore 64 et Amstrad CPC. On y joue Thunderhawks et on doit sauver les membres de Mask. Au final, il y a peu de rapport avec l'animé, à part les noms. Puis Mask 2 est aussi sorti en 1987 sur ZX Spectrum, Commodore 64 et Amstrad CPC, et MSX. C'était un shoot 'em up et on peut y jouer plusieurs véhicules de Mask. C'est celui qui ressemble le plus à l'animé ou les jouets dans les jeux vidéo qu'on veut faire à l'époque. Et le troisième est nommé Mask 3 Venom Strike Back. Il est sorti en 1988 sur ZX Spectrum, Commodore 64 et Amstrad CPC. Et MSX, c'est un jeu de tir horizontal en 2D, où là, c'est les masques et leurs pouvoirs qui sont mis à l'honneur dans le gameplay. Mais graphiquement, le jeu ne ressemble pas du tout à quoi que ce soit qui puisse apparaître dans le dessin animé ou les jouets, là c'est celui qui est le plus éloigné de la licence. Mais c'est aussi le plus apprécié, allez savoir. Voilà, donc il n'y a pas grand chose de génial à se mettre sous la dent depuis ce temps-là. Il y a quelques voitures qui ont été faites dans Forza Motorsport 4 et il n'y a pas d'autres modes à ma connaissance. Pareil, si vous savez quelque chose, mettez-le en commentaire, parce que là, au niveau des jeux vidéo, cette licence se prête vraiment bien. On a plein de jeux Transformers, mais on n'a pas de jeux Mask. C'est pas très logique, mais bon, c'est comme ça. Les jouets avaient des transformations simples et souvent avec un seul bouton. Allez, je vais me lancer dans le détail des véhicules. C'est un peu long, mais les noms des armes et des pouvoirs des casques sont absurdes et c'est bien rigolo à les détailler. Donc il y a eu 4 vagues de jouets, la première a eu 9 sets avec 8 véhicules et la fameuse base de Mask,
qui est Boulder Hill. Une station-service avec garage qui devient un bunker, avec un système d'armes doté de canons paralysants holographiques, un obusier anti-gravité, un rayon à glace et une tourelle antiaérienne rotative. Et petite anecdote, et à l'époque j'ai joué à un concours, par le biais de ma mère évidemment, sur un paquet de végétaline. On pouvait gagner la base, et moi j'étais persuadé que j'allais gagner, et je l'attendais tous les jours. Je regardais la boîte aux lettres pour voir si j'avais une lettre qui me disait que j'avais gagné, et je vous dis j'ai attendu longtemps, mais je n'ai jamais rien reçu. Allez, on passe à Condor, la moto qui devient un petit hélicoptère. Elle est armée de 2 lasers, et d'un faisceau antimatière. Et je possède toujours ce véhicule, mais j'ai pas le Gugus. On passe à Firecracker qui est une Jeep pick-up AMC J10 avec une moto qui devient un véhicule d'attaque avec comme système d'armes un détonateur thermique monté à l'avant. Elle a aussi des phares hypnotiques mobiles, un canon à glace arrière et des pneus boomerang éjectables avec des lames. Puis on trouve Gator, une Jeep Wrangler tout-terrain qui s'ouvre pour laisser partir un petit bateau. Il est armé d'un blaster atomique sur l'arceau de sécurité et d'un petit canon gelant et d'une mine submersible sonique éjectable depuis le bateau. Puis on a une des pièces maîtresses de la collection, Rhino, un camion tracteur Kenworth W900 qui se transforme en véhicule de combat et qui devient aussi un centre de commande avec un petit véhicule détachable tout-terrain. Il est bien armé avec un scanner radar, un siège éjectable côté passager, un pare-choc avant, un vérin électrique, un canon laser haute puissance, un lance-missile et le véhicule tout-terrain est amovible avec un bouclier pare-balles et canon vibrant monté à l'avant. Et le véhicule le plus connu est celui de Mad Tracker, Thunderhawk. C'est une Chevrolet Camaro qui se transforme en avion de combat. Son système d'armes comporte un blaster à aile rétractable et 2 bombes paralysantes. Et encore une petite anecdote, j'ai toujours cette voiture, mais elle a souffert. Un jour, je faisais du vélo au bord de la Saône, à Auxonne, pour ceux qui connaissent. J'ai eu la brillante idée d'attacher la voiture à un fil et de la tirer derrière mon vélo. Et mon petit chien de l'époque l'a attrapé et l'a jeté dans mes rayons. Et j'ai fait un salto. Mais mon père était en train de pêcher, donc il m'a allongé dans la voiture en me disant que ce n'était rien, que ça allait passer. J'ai dû attendre 2 heures avec une douleur insupportable avant qu'il ne m'emmène à l'hôpital. J'avais les 3 orteils du pied gauche cassés et j'ai gagné une semaine de plâtre. Et ma voiture, elle, était complètement en vrac. Mon père l'a réparée, comme il a pu, mais j'ai perdu des morceaux au bord de Saône dans l'histoire. Allez, on passe à autre chose. Voilà pour les véhicules de masque. Et pour les autres véhicules Venom, on trouve Jack Hammer, une Ford Bronco qui devient un véhicule blindé avec bouclier de capot blindé, une tourelle rotative armée d'un canon alternatif et une tourelle anti-aérienne rotative. Puis il y a Piranha, le sidecar qui devient un mini sous-marin individuel armé d'un canon à eau puissant et d'une torpille terrestre. Je le possède aussi. Et d'ailleurs il est dans un sale état et la vitre de la moto a été cassée, mon père l'a réparé avec un bout de ferraille et il est toujours accroché dessus, pareil je vous montre ça en photo. Et on passe à celui du grand méchant Mayhem, Switchable, un hélicoptère qui devient un avion armé de 2 canons laser et d'un lanceur de boulons à énergie et un missile torpille. Celui-là aussi je l'ai toujours. Puis la deuxième vague n'avait que des véhicules, au nombre de 8, avec 5 masques et 3 Venom. On commence par les masques, on trouve Firefly, qui est un buggy qui devient un espèce de petit avion armé d'un lanceur de faisceaux à prisme, d'un laser sur trépied et de missiles atomiseurs super étourdissants. Hurricane, appelé aussi chasseur de nuit, est une Chevrolet Bel Air qui devient un espèce de tank équipé d'un scanner de vision nocturne, armé d'un blaster infrarouge, de mini-lasers à découpe, d'un obusier avant violent, d'une mine terrestre de rechange et d'une large lame de scie. Je reprécise ne pas être responsable de l'absurdité des noms des armes. Là, ça devient complètement délirant. Alors, je sais pas s'ils avaient plus d'imagination ou trop d'imagination, hein. Allez savoir. On passe à Raven, qui est une Chevrolet Corvette qui devient un avion avec comme système d'armes une torpille, un disque d'immobilisation et un blaster de particules à 360 degrés. Le suivant est en fait le premier véhicule qui aurait été dessiné pour les jouets. C'est donc Slingshot, un van qui devient une unité de surveillance mobile avec un mini-jet avec un scanner binoculaire positionnable. Il est armé d'un canon monté, d'une unité de phaser double sur tourelle rotative et d'une bombe à traceur laser. On passe à Volcano, qui est une fourgonnette tout-terrain, qui devient une tourelle tout-terrain, armée de 2 sableuses chauffées, des lanceurs de lave, des mini-mortiers et de broyeurs de métaux. Pour le premier véhicule Venom de cette deuxième vague, on trouve Outlaw, un camion-citerne qui se transforme en centre de commande. Il est équipé de 2 scanners radar,
d'une tourelle escamotable avec lanceur à grappin et d'un obusier rotatif avec 2 missiles à obus empoisonnés. Puis il y a Stinger, une Pontiac GTO transformable en char d'assaut, équipée des armes suivantes, un mortier amovible, un canon à lunettes de sniper et un pistolet à roues rétractable et une griffe de dard extensible. Puis Vampire est une moto qui devient un mini-avion équipé d'armes avec détonateur, Dreamwing, un traceur laser, une fusée rétro et un blaster atomique boomerang. Et là on passe à la 3e vague avec la série Racing. Elle a 12, 7 et 9 véhicules et 3 autres petits trucs. Donc Bulldog est un camion européen qui se transforme en tank armé d'un blaster de blizzard à neige, d'un pistolet à double grille, d'un missile à obus et à perturbation à radar, et d'une tronçonneuse à langue dentelée. Puis Bullet est une moto qui se transforme en aéroglisseur, elle est armée d'un pistolet paralysant et d'un grappin, et c'est tout pour celle-là. On trouve aussi Goliath, un camion de transport de voitures. Il a une Formule 1 sur son plateau et il se transforme en une tourelle lance-missile et la Formule 1 devient un avion de chasse. Il est armé d'un pistolet extincteur de flammes et de 2 missiles longue portée et l'avion a des missiles Sliker et un pistolet blaster. Et je le possède aussi, mais un des lance-missiles s'est cassé et j'arrive pas à le réparer. Ensuite, on trouve Meteor. C'est un avion de chasse qui se transforme en mini-tank et en un mini-jet. Et il a pour arme un missile torpille et une bombe paralysante. Razorback est une Ford T-Bird de NASCAR. Elle se transforme en une tour char d'assaut et elle est équipée de missiles Prism, d'un canon à jet de sable et de laser qui découpe du métal. Ensuite, il y a Wildcat. C'est une dépanneuse qui devient une tourelle de défense mobile armée de lanceurs de disques, d'un canon à béton, d'une lame de 6 sabres et d'un blaster énergétique. Pour l'équipe de Venom, qui a toujours moins de véhicules que l'équipe de Mask, on trouve Buzzard, une Formule 1 conduite par les frères Mayhem qui se divise en 3 parties, un drone pour la partie centrale et 2 motos sur les côtés qui sont armées d'un canon trancheur et c'est tout. Iguana est un quad qui se transforme à peine, c'est juste qu'il s'ouvre pour laisser apparaître ses armes, qui sont une lame de scie circulaire, un bazooka à tir rapide, et une trancheuse glissante projetée. Et petite anecdote, au début je vous ai dit que j'avais trouvé Floyd Malloy dans un bac à sable. Eh bien, il était assis sur Iguana, du coup je croyais que c'était le pilote de ce véhicule, et je te remercie, toi qui as oublié ton jouet dans le sable. Moi ce jour-là, j'étais un aventurier qui a trouvé un trésor de pirate, tellement j'étais content d'avoir trouvé ce truc en creusant dans du sable. Et j'ai d'ailleurs énormément joué avec. On passe à Manta, qui est une Nissan 300ZX qui devient un avion d'assaut, armé de canons à grille, d'un missile trident et d'un pistolet chargeur et d'un blaster laser. Pour les 3 autres trucs, il y a Billboard Blast, qui est un panneau d'affichage qui cache un canon. Il y a The Collector, qui est une guérite de péage avec un canon, et Pit Stop Catapult, qui est un gonfleur de pneus qui cache aussi un canon. Et la dernière vague, c'est la fameuse série Split Second, où les véhicules se séparent pour en faire de nouveaux. Il y en a eu 9, et ils ne sont jamais apparus dans le dessin animé, qui était déjà terminé à ce moment-là. Et on y trouve donc, pour les masques, Afterburner. C'est un dragster qui se divise en 2, c'est un véhicule d'interception aérienne et une camionnette. Il est équipé d'une bombe Sting pour l'avion, et le canon lance des missiles sonars. Puis Detonator est une Volkswagen Coccinelle qui se divise en 2 véhicules, une moto qui a comme arme une unité de mortier et un aéroglisseur armé de missiles tonnerre pivotants. Qu'est-ce que ça veut dire? Allez savoir. Dynamo est un buggy qui devient un mini hélico et 4 roues. C'est juste 4 roues. Et bonus, on peut les séparer pour en faire un jetpack. Et il est armé d'un canon à fusion B. Puis Fear Force est une Pontiac Fiero qui se divise en 2 véhicules. C'est un engin de combat aérien et un tricycle à moteur armé d'une bombe anti-démarrage et le tricycle est armé d'une bombe pare-choc. On trouve aussi Skybolt, et qui est un avion de combat qui se transforme en mini-jet armé d'un missile et d'une voiture armée d'un missile aussi. Et encore petite anecdote, à l'époque je jouais avec mon ami d'enfance Gérard à la Ciotat, au masque, et un jour dans sa chambre, on a été un peu brut avec le jouet. Et il y a un bout de plastique qui s'est cassé, et il a été chercher de la colle ultra forte de son père pour le réparer. Mais quand il a collé le morceau, Skybolt s'est mis à se ramollir, à devenir tout mou. La colle a eu une réaction chimique avec le plastique, on a essayé de le rincer sous l'eau, mais il a fini dans un sale état. C'est un bon souvenir pour moi, mais je pense pas pour lui. Enfin bref, on passe à Stiletto, qui est une Lamborghini Countach qui se transforme en 2 véhicules, un avion d'assaut et un hélicoptère d'attaque. L'avion est armé d'un missile Slicker et l'hélicoptère est armé d'un blaster laser et d'un missile satellite.
Et pour l'équipe de Venom, on trouve Barracuda, c'est une moto qui se transforme en microjet armé d'un taser laser, et en mobilette à grosses roues armée d'un automiseur super étourdissant. Ne me demandez pas ce que c'est, j'en ai pas la moindre idée. Ensuite il y a Vandal, un mini tractopelle qui se transforme en mini planeur à moteur armé d'un lanceur de brouillard et de missiles à détonateur. Et le kart est armé d'un Power Blaster et de missiles à canon torpille. Et d'ailleurs je l'ai aussi, mais il a perdu son toit dans un déménagement. Donc si quelqu'un le trouve et voit cette vidéo et qui n'en a pas l'utilité, contacte-moi en commentaire si tu veux me le rendre. On sait jamais. Hein. Et pour la dernière, Wolf Beast, qui est une Corvette Stingray coupée de 1966, qui se transforme en une navette armée d'une mitrailleuse et d'une Gatling, de fusées thermiques et un tank, pas blindé, armé de missiles de grande puissance et de pneus à crampons. Oui, c'est une arme, les pneus à crampons. En complément de tout ça, il y avait les Aventures Pack. C'est là qu'on trouve la figurine de Scott Tracker, accompagnée de son robot T-Bob, avec des personnages dans des versions différentes, avec une arme ou un gadget spécial. Et la deuxième série de ces packs est sortie uniquement en Europe. Et elle est très prisée des collectionneurs américains. Puis le dernier jouet qui est sorti est le Lancer Command, composé d'une voiture Raftang qui appartient à Venom, piloté par Miles Mayhem. C'est un pick-up fermé qui ne se transformera pas. Il se démonte pour faire comme s'il avait éclaté, et il est armé d'un canon flash. Et contre lui, il y aura Hornet, une caisse de l'équipe Mask, pilotée par Matt Tracker, qui se transforme en un mini-jet armé d'un pistolet laser qui tire des rayons infrarouges et d'un blaster à particules. Ils avaient vraiment plus d'imagination, parce que Matt Tracker se retrouve dans une caisse en bois comme véhicule transformable. Les gars, ils ont été au bout du concept. D'ailleurs, ça apparaît pas dans le dessin animé non plus. Et ça fonctionnait avec un système infrarouge qui permettait de faire éclater le jouet, donc la voiture de Venom, et ça a été créé par l'inventeur Ralph Baer. D'autres marques de jouets ont copié le concept de Mask pour surfer sur le succès de ce dernier, mais sans jamais l'égaler. Comme les Power Axe de Rewell, je vous mets quelques photos pour vous montrer la catastrophe. Pour le reste des objets Mask, on trouve de tout. Un cartable, des draps, des talkie-walkie, des montres, des masques, des petites voitures, la lunchbox, plein d'autocollants avec le cahier, que je possède toujours d'ailleurs, des vêtements, la gamme est très large et bien remplie. Je vous mets plein de photos pour vous montrer tout ça. De nos jours, la société Ramen Toy a réédité une version de Thunderhawk qu'ils ont nommée Red Gulling sous la marque Machina. Ils n'ont pas les droits sur la licence, d'où les noms bizarres. Et ils ont aussi réédité Sharks, la Porsche 928 de Gloria Baker, qui était restée inédite jusque-là. Ils l'ont nommée Great White. Les voitures ne sont pas à l'échelle des versions originales de Kenner, et elles sont assez onéreuses à se procurer. Et Mad Mask, un grand fan des jouets, qui restaure pas mal de véhicules, avec des pièces imprimées, a créé des choses que l'on voit dans l'animé, mais qui n'ont jamais été faites en jouet, comme la table ronde où les personnages reçoivent leur casque dans la base. Il a aussi fait l'ordinateur où Matt choisit l'équipe quand il est dans la base, avec des écrans qui fonctionnent. Et sa plus grosse pièce est l'avion de transport de véhicules qui apparaît furtivement dans l'anime, et il y a aussi une grosse version de T-Bob qui a été faite. Et il y a plein de fans qui ont créé des choses autour de cette licence, qui a vraiment marqué les esprits, bien au-delà du dessin animé. Et je vous dis en description où aller voir tout ça. Le générique, si connu de l'anime, est écrit et composé par Suki Levy et Haim Saban, et il a été chanté par Nick Carr et Noam Kaniel. Et la version américaine, elle, est chantée par Larry Léon sur la même musique. Il en existe aussi une en version anglaise, chantée par Doug Stone, qui est le doubleur du héros Matt Tracker dans la version britannique de la série. Et sur la face B du vinyle français, on trouve Chevalier de notre temps, chanté par Bernard Minet, écrit et composé par J.P. Pori, Gérard Salès et J.F. Pori. Tant qu'au reste des musiques de la BO, utilisées dans l'animé, elles ont été faites par Marty Ureski, Jack Eren et Steven R. Mitchell. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi en retrouver quelques-unes dans le dessin animé She-Ra, car ils les ont réutilisées. Il y a aussi un livre audio de disponible sur vinyle nommé Mask Mission Destruction. C'est une histoire racontée par Patrick Despeyrat sur la musique de Gérard Salès. Et le générique a plusieurs covers sur YouTube, je vous mets tout ça dans une playlist en description comme d'habitude. Quand j'étais jeune, j'ai adoré cette série. La preuve, j'ai encore les jouets. Dommage que j'ai refourgué les personnages contre un jeu vidéo. Et il m'en reste qu'un ou deux. Et je le regrette vraiment. Bon, par contre, revoir l'anime à 45 piges, ça va piquer. Hein. C'est vraiment pour les gosses. Les dialogues sont simples, les enjeux très basiques.
Il n'y a pas de trame à suivre, chaque épisode est indépendant des autres. La saison 2 est vraiment pas top, le doublage pas toujours synchro, c'est vraiment un animé pub. Le côté ricain a beaucoup influencé la réalisation, je pense, rendant l'anime trop lisse, ce qui l'a fait mal vieillir. Donc regardez-le avec les enfants ou vos petits-enfants, et au pire restez sur vos souvenirs de gosses. Je sais qu'il y a des gros fans, pas de soucis, faites-vous plaisir en regardant votre série préférée, y a pas de problème. Pas besoin non plus d'acheter une nouvelle BD, hein, vous allez sûrement être déçus. Les véhicules sont trop différents, ça donne l'impression qu'ils ont été mal dessinés. Reste les jouets. Et là, ils n'ont pas perdu de leur superbe, mes gamins veulent jouer avec, c'est qu'ils remplissent toujours leur fonction première de jouets. Et ils sont vieux, donc à éviter. C'est devenu de la collection à un certain prix en plus. D'ailleurs, Davy Bourrier a fait une vidéo sur sa chaîne Culture Z au moment où j'écrivais la mienne. Allez la voir aussi, et j'en mets d'autres dans la playlist en description comme d'habitude. Et les sites qui m'ont bien aidé pour faire cette vidéo, que je vous ai juste dit plus haut, sont maskforce.com, agencesoftmask.com. Des vraies bibles sur le sujet, allez les consulter pour en savoir plus. Il y a plein de choses qui ont été faites par les membres de cette communauté, donc allez-y, foncez voir si ça vous intéresse, vous allez découvrir plein de choses. Pour les coffrets DVD, il faut surveiller les prix, parce que des fois ça fait des bons, sans raison. Il y en a 2 versions, les deux en 2 coffrets, dont un qui est belge et qu'on peut trouver moins cher. Et il existe aussi une version Blu-ray du coffret, mais elle est disponible qu'en Allemagne. Au passage, racontez-moi vos souvenirs et anecdotes dans les commentaires sur ces jouets, je suis curieux de les lire. Et n'oubliez pas les trucs de YouTube, les abonnements soutien, et vous permettront de voir les vidéos à l'avance, si vous en avez envie bien sûr. Il y a le Tipeee aussi pour soutenir si vous voulez. Il y a les super merci pour les pourboires. Et merci aux 3 abonnés soutien au moment où j'écris cette vidéo. C'est très gentil. Donc abonnez-vous les pouces. Et sur ce, moi je vous dis à une autre vidéo. Bye bye.